Merci encore une fois de votre présence ce jour et j'espère qu'effectivement vous passerez un agréable moment sur cette fameuse question de l'ancienneté pour les activités sociales et culturelles, hein, un sujet brûlant comme le disait Agathe, dans la mesure où effectivement, vous le savez sans doute, depuis le 3 avril dernier, une décision judiciaire s'est positionnée pour expertiser un petit peu plus la notion d'ancienneté. Puisque un vrai débat avait pu frapper la question de ces œuvres sociales et culturelles en son temps. J'y reviendrai, si vous voulez, un petit peu plus tard. Alors, pour bien faire les choses et pour commencer, je vous présente un petit peu ce qui vous attend sur ces 45 minutes. Donc, à la fois, d'abord, une présentation généralisée de ce qu'on appelle les ASC, hein, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec ces ASC, hein. Bien sûr, ça va m'amener à parler du budget de fonctionnement en parallèle. Puis, nous aborderons dans le sujet numéro 2, hein, les ASC, le débat existant entre la rupture d'égalité de traitement entre les nouvellement embauchés et les anciens. On verra effectivement cette notion qui existait, hein, qui a existé pendant très longtemps et qui effectivement a fait l'objet d'un revirement récemment. Enfin, pas un revirement d'ailleurs, parce que la justice ne s'était jamais positionnée dessus. Pour la première fois, on a une décision judiciaire, même si la Cour d'appel de Rennes avait déjà plus ou moins laissé transparaître un peu sa position, qui était déjà salutaire et saluée de beaucoup, on y reviendra. Mais en tout état de cause, la prise de parti s'est faite le 3 avril dernier, c'est la partie numéro 3. Hein, nous verrons la prise de parti de la justice sur le sujet, la résolution du questionnement. Et donc, c'est aussi bien sûr l'enjeu de ma rencontre avec vous ce jour. Nous allons expertiser ensemble les conséquences, parce que l'arrêt en lui-même, il est intéressant, mais encore faut-il le comprendre et déterminer les conséquences, on va dire, pratico-pratiques pour chacun des CSE. Alors, vous l'avez noté, pour ceux qui ont déjà fait avec moi une session en webinaire, que j'ai une particularité, c'est que je parle vite. Alors, je vais essayer encore une fois de parler moins vite. Agathe, n'hésite nullement à m'interpeller, hein, si jamais il devait y avoir un problème on va dire de vitesse. La vitesse d'exécution, en général, ça va un petit peu vite avec moi, donc je tâcherai d'être un petit peu moins rapide. Mais en tout état de cause, n'oubliez pas que vous avez toujours le chat au cas où des questions viendraient à vous prendre, ou alors même si ça n'avait pas été clair sur un sujet, j'y reviendrai une fois que les questions seront posées. On se laissera le temps à des moments précis, hein, de se poser des questions et de vous laisser le temps de nous interroger sur vos questions respectives. Alors d'abord, les ASC, les généralités et les rappels sur leur fonctionnement. Alors, vous le savez, hein, le principe même effectivement de ces ASC, c'est que à partir du moment où vous avez 50 collaborateurs minimalement, voire même en deçà, parce que ce n'est pas interdit de faire, mais à partir de 50 collaborateurs, vous savez que l'employeur a une obligation de délivrer une somme forfaitaire qui est allouée selon une considération qui est la sienne. En général, il est retenu le fait que ça ne soit jamais en deçà de ce qu'il vous versera en budget de fonctionnement, qui lui est un budget qui est strictement limité et cadré par le Code du travail, qui est de 0,2% de la masse salariale de l'année N-1. Alors, le principe, c'est que, pour faire simple, le budget de fonctionnement est le budget qui permet aux membres du CSE de réaliser leurs missions techniques, c'est-à-dire le dédommagement des frais, c'est-à-dire par exemple les frais kilométriques remboursés, les transports d'hôtel, les transports en avion ou en train remboursés, ou alors les nuitées d'hôtel ou de restauration remboursées. Plus encore, le fait d'être accompagné par un service juridique, par un service de formation, comme ADNCSE par exemple. Donc, vous pouvez utiliser le budget de fonctionnement à cette fin. Plus encore aussi, vous pouvez faire de l'activité de communication, hein, à destination justement de l'entreprise, des salariés. Et là aussi, le budget de fonctionnement peut être utilisé. En parallèle de ce budget de fonctionnement, vous avez le budget œuvres sociales et culturelles, hein, qu'on appelle les ASC. Alors ça, si vous passez l'expression, même si c'est pas très aimé par l'URSSAF dans la physionomie même, mais ce sont des avantages nature, mais qui sont octroyés gracieusement et sans contrepartie, si vous passez l'expression. C'est-à-dire que on a orchestré dans plusieurs réformes législatives, et notamment la réforme dite Auroux du début des années 80, le fait qu'on puisse délivrer des avantages à ses salariés et que bah, justement l'employeur, par l'intermédiaire d'un organisme accessoire que l'on appelait à l'époque le CE, puisse délivrer, économiquement parlant, des avantages qui peuvent être, et vous les connaissez, les plus connus sont les chèques vacances, hein, peut-être. Après, voilà, je ne veux pas orienter, hein, mais en général, une entreprise, par l'intermédiaire de son CSE, essaye toujours d'avoir les chèques vacances. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quasiment 76% des sociétés françaises de plus de 50 qui ont le bénéfice des chèques vacances, donc qui passent en numéro un des avantages œuvres sociales et culturelles. Vous avez bien sûr les fameuses cartes CADOC également qui sont extrêmement célèbres et d'autres points qui sont plus anecdotiques comme certains avantages du type prise en charge de magazines ou alors
prise en charge d'abonnements sportifs, c'est dans l'air du temps, ça aussi. Vous avez aussi, bien sûr, les célèbres notions de remboursement pour des tickets de cinéma ou pour des tickets d'événements style parc Astérix ou parc Disneyland, sans faire de promo, hein, c'est pas mettre Paris en avant, mais c'est qu'effectivement, c'est des célèbres que l'on entend souvent dans les œuvres sociales et culturelles. Bref, le CSE a ce pouvoir de pouvoir effectivement octroyer des avantages directs à ses salariés. Alors, il y a des règles, évidemment, bien sûr, et vous le savez sans doute, mais vous ne devez pas, dans certains cas de figure, dépasser certains montants. Alors, cette règle est un peu particulière puisque tout ce qu'on appelle avantages euh, par événement, ce sont des montants qui sont maximisés. Actuellement, pour l'année 2024, hein, le montant est de 193 euros. Et ce qu'on appelle les avantages maximisés par événement, c'est des événements du style rentrée scolaire de ses enfants ou de son enfant de moins de 16 ans. Ça peut être évidemment la fête de fin d'année. On préfère utiliser le terme fête de fin d'année plutôt que fête de Noël, n'oubliez pas. Ça peut être évidemment la naissance, l'adoption, le mariage. Donc tout ça donne lieu à des avantages qu'on appelle avantages sur événement. Et ça, c'est effectivement général, hein, la plupart du temps, en tous les cas, un chèque cadoc qui avoisine un montant qui peut aller jusqu'à 193 euros. À partir de 193 euros, on peut aussi, mais vous devez payer une fiscalité propre à l'URSSAF, hein, donc une taxation sociale liée à l'URSSAF. Donc c'est pourquoi on essaye, évidemment, dans la majorité des cas, de ne pas dépasser ce montant, le but étant de pouvoir l'offrir, si vous me passez l'expression, gracieusement. En marge de tous ces avantages dits maximisés par événement, vous avez les avantages complémentaires, hein, qui sont pour la plupart du temps et les plus célèbres, je vous l'ai dit, le chèque vacances ou la gratuité de certaines prises en charge comme des abonnements associatifs, des abonnements sportifs. Alors en général, ce n'est pas la gratuité totale, c'est un montant, bien sûr, on va jusqu'à 50, 60, 70 euros de prise en charge, par exemple d'un abonnement sportif, c'est d'actualité, c'est la rentrée scolaire en ce moment, donc c'est la rentrée sportive aussi. Ça peut être des avantages sur des tickets, ça peut être des voyages aussi, bien sûr, hein, célèbres phénomènes de voyage hein, qui sont organisés. Alors, un voyage ou un petit séjour en road trip, hein, l'équivalent de 2-3 jours aménagé avec une tarification, somme toute, très intéressant habituellement. Et donc, l'ASC, voilà, ça permet, encore une fois, aux représentants du personnel de faire bénéficier un vrai avantage à destination de leurs collaborateurs directs. Alors, je vous règle tout de suite une question que j'entends souvent, mais est-ce qu'on peut utiliser le budget de fonctionnement à des fins d'ASC? Évidemment que non. Vous avez la possibilité cependant de transvaser, hein, c'est ce que je mets dans le petit 2, la nouveauté du transvasement du reliquat des 10% d'un budget vers un autre. Alors en fait, c'est le budget de fonctionnement qu'on délivre vers le budget d'œuvres sociales et culturelles. C'est très rare que ça soit dans le sens contraire. Bon, le budget de fonctionnement, en général, voilà, on arrive à ne pas l'utiliser en entier. Hein, il n'y a pas d'obligation d'utiliser d'ailleurs du tout. Mais bon, en général, on l'utilise quelque peu. Et en fait, le reliquat de ce qui n'a pas été utilisé, à sa hauteur de 10%, pourrait être transvasé. Vous avez eu 10 000 euros. Vous avez utilisé 1000, il vous reste 9000. Vous avez le droit d'utiliser 10% des 9000 euros restants pour un transvasement vers l'autre compte, à savoir le compte œuvres sociales et culturelles. Maintenant, il y a une autre question et je vous la traite au passage parce qu'elle n'est pas écrite, elle n'est pas écrite au niveau du support, mais ça méritait, à mon sens, de faire ce point-là parce que souvent, quand je fais des formations, j'entends cette question et souvent j'entends cette démarche, mais elle n'est pas malheureusement très bonne. Vous le savez, dans des outils de communication, vous utilisez le budget de fonctionnement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous voulez faire de la communication, votre budget de fonctionnement peut être utilisé en tant que CSE. Par exemple, vous voulez communiquer, vous voulez faire des tracts, vous voulez faire un affichage, vous pouvez faire payer l'imprimerie par votre budget de fonctionnement. Il y a une technique qui consiste à offrir un cadeau de communication à ses salariés et si vous voulez, cette technique, bon, évidemment, elle n'est pas interdite. On a le droit d'offrir un cadeau à ses salariés, mais souvent, on essaye de passer ça sur un objet de communication publicitaire en se disant, en passant par cela, le budget de fonctionnement pourra être impacté. Alors, je suis désolé, même si malheureusement, dans certains cas de figure, il y a de la fluctuation, parfois on entend que c'est faisable, dans d'autres cas, c'est pas faisable. Moi, par mesure de sécurité et parce que vous êtes amené à devoir être prudent, un CSE, par essence, c'est prudent, moi, je vous invite à ne pas le faire, à ne pas le tenter, hein. Donc, l'idée d'utiliser un budget de fonctionnement pour offrir un cadeau soi-disant de communication à ses salariés, oubliez-le, hein. Le stylo avec écrit CSE, le chocolat avec, comment dire, imprimé dessus, si vous me passez l'expression, le terme CSE, même chose, hein, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas un outil de communication, le chocolat, hein. Vous allez le manger, vous allez le dévorer, donc ce n'est pas du tout un outil de communication. Et en plus, écrire CSE, bah, c'est
c'est pas un outil de communication. Je veux dire, si vous mettez le nom d'un CSE, vous mettez CSE et le nom de votre entreprise, pas de communication. On ne sait pas qui est le secrétaire, on ne connaît pas, je ne sais pas moi, l'organigramme de fonctionnement, on ne connaît pas, je ne sais pas moi, qui est le référent, on ne connaît pas les horaires d'ouverture de la permanence, on ne connaît pas votre email de contact. Bon, voilà, il y a rien de il y a rien de communicant. Donc, on ne répond pas vraiment à la légalité. Donc, c'est pour ça, attention, faites très attention à ce que je vous dis. Même si de temps en temps vous entendez que soi-disant c'est utilisable de prendre le budget de fonctionnement pour cela, vous l'oubliez, sauf si le prestataire s'engage à vous écrire ça noir sur blanc dans le contrat commercial que vous allez engager avec lui, que le budget de fonctionnement peut être utilisé en totale transparence pour l'achat de cet outillage, dans le sens où il s'engagerait, s'il devait y avoir faute dans le conseil, à payer le dédommagement URSSAF qui pourrait en résulter. En toute transparence, je forme régulièrement l'URSSAF, je leur pose régulièrement la question, ils n'ont jamais changé d'avis. Donc, je dis, voilà, oubliez, c'est un serpent de mer que de croire qu'à un moment donné, ils vont laisser la place à ce sujet. La communication effective par un outil de communication, oui, mais ce qui sera acceptable, ce serait par exemple un cahier 196 pages spirale, où les 20 premières pages, on évoquerait par exemple ce que c'est que le CSE, que fait le CSE, qui sont les membres du CSE, leur mission, etc. Et donc dans ce cas-là, les 20 premières pages, c'est de la communication, et les 170 qui resteraient seraient effectivement à votre disposition personnelle. Voilà comment on pourrait accepter la démarche. Excusez-moi, je vous pose juste une question et je reviens sur toi, Agathe. Est-ce qu'on entend un arrière-bruit derrière moi ou tout va bien? On entend un petit écho, je pense que tu dois être dans une salle assez grande, c'est peut-être pour ça. Alors, ouais, alors je suis désolé pour l'écho, mais comme il y a du bruit également en extérieur, j'avais la peur qu'on puisse entendre des personnes extérieures. Donc, mais s'il n'y a pas de bruit extérieur, c'est l'essentiel. Mais l'écho En, n'est pas dérangeant, ça en- va? en tout cas, on t'entend très bien, Aziz. Ah bah alors c'est très bien. Moi, ça me dérange quelque peu, mais je ne peux pas malheureusement sortir pour régler mes comptes. Mais en tout état de cause, je suis particulièrement ancré dans notre sujet de webinaire. Mais voilà, je les vois passer à côté, ça me dérange quelque peu. Je réglerai mes comptes à la fin de la session. Alors, en tous les cas, voilà, je voulais vous faire cette remarque parce qu'encore une fois, elle n'était pas à l'ordre du jour normalement, mais bon, voilà, je me suis dit un petit cadeau hein, au moment où on exposera effectivement la notion de la l'ASC, je voulais vous le dire parce que souvent on l'entend, donc méfiez-vous, ne vous laissez pas avoir là-dessus. Euh, il y a de la légèreté dans certains cas et vous pouvez passer entre les mailles du filet, mais la logique ne voudrait pas que ce soit acceptable. Donc prudence, restez vigilants et soyez conciliants. Le budget de la l'ASC est un budget autonome à toute demande du président du CSE. Je me suis permis également de vous aborder ce sujet parce que c'est important, il faut le savoir, un ASC, c'est à la disposition pleine et entière de son CSE. C'est-à-dire que le CSE dispose tout seul de son budget, il est autonome, il n'a pas à répondre aux exigences de l'employeur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe souvent une méthode qui consiste pour l'employeur de vous demander, en tant que représentant du personnel, de l'aider à paramétrer certaines activités et donc il vous demande d'utiliser votre budget parce que, bah, en même temps, voilà, ils se disent ce budget, je vais l'octroyer, autant que vous m'aidiez à faire des manifestations. C'est pas faux dans la, c'est pas faux dans la morale, mais ce n'est pas un sens obligatoire. Si vous voulez dire non à cela, vous pouvez le dire. L'ASC n'est pas prévu pour rendre service à son président de CSE, à son employeur, à son président directeur général. Il est prévu pour permettre au membre du CSE de répondre à des mesures qui sembleraient être, je vais dire, plutôt intéressantes pour l'ensemble des collaborateurs. Maintenant, ce que l'employeur peut faire, et ça arrive aussi maintenant, c'est d'octroyer un fonds additionnel. Donc, il vous verse un budget ASC légal, il vous donne, par exemple, je ne sais pas, il vous dit 2% de la masse salariale. Bon, il vous fait un versement de 2% de la masse salariale. Et il vous dit, bon, voilà, de manière additionnelle et exceptionnelle, je vous verse un versement additionnel de, je ne sais pas, 25 000, 30 000 euros, mais en vue de faire cette manifestation à mes côtés. Alors à ce moment-là, effectivement, c'est plausible. Il vous a mandaté pour additionner quelque chose qui était extra-légal, mais à ce moment-là, évidemment, enfin, extra-légal, extra-conventionnel plutôt. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, vous dérogez au principe de l'autonomie du budget. Mais c'est encore une fois pour un supplément qu'il vous donnerait à votre somme minimale budgétée au sein des ASC. Alors, dernier point qui méritait à mon sens d'être soulevé, alors ce qu'on appelle le rappel des questions de budget primitif pour donner valeur au choix du CSE s'agissant de l'ASC. Alors, ce que je vais vous dire là est un peu technique, mais il faut bien comprendre que dans un CSE, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Si vous avez ce qu'on appelle une commission ASC, c'est parfait, parce que la commission est mandatée pour travailler sur les œuvres sociales et culturelles, travailler sur les montants qui vont être dévolus par mission et par poste budget, et également vous avez une vraie orientation pour effectivement réfléchir avec quel prestataire nous allons travailler, etc. Vous avez une commission, vous avez quelques personnes dédiées à cet effet. La plupart du temps, et dans la grande majorité des ASC de France, on n'a pas, enfin dans la grande majorité des CSE de France, on n'a pas de commission ASC.
C'est-à-dire que le CSE traite tout seul de son budget œuvres sociales et culturelles et bon, bah, le CSE en intégralité doit s'y fier. Le problème, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Si demain je vous dis qu'un CSEA budgète 5 000 € pour payer ça, 5 000 € pour budgéter ça, 5 000 € pour payer ça, 5 000 € pour payer cela, bah, la question c'est qui dans le CSE a validé ces 5 000 €? C'est ce qu'on appelle le budget primitif. Vous devez normalement orchestrer ce qu'on appelle une phase préparatoire budgétaire. Ceux qui s'y connaissent en milieu municipal ou en milieu associatif, vous appelez ça ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire, le DOB. C'est-à-dire qu'avant la fin de l'année écoulée, on prépare l'année suivante. Au courant du mois de novembre, on va y arriver petit à petit, on réfléchit à ce qu'on va faire avec son futur budget l'année prochaine. Et on réunit les membres du CSE pour faire valider est-ce qu'on achète oui ou non, je ne sais pas moi, par exemple, toujours les chèques vacances, si oui, à quel montant, etc. Et on fait voter les membres du CSE pour qu'il y ait une délibération, c'est mon expression, qui autorise la mise en paiement. En d'autres termes, le trésorier ne paye pas tout seul, le trésorier, il ordonnance des mises en paiement compte tenu des décisions qui auront été validées par les représentants du personnel en intégralité. Le trésorier, ce n'est qu'une arme technique à la destination de son CSE. Il n'est que la ramification prolongée de son CSE. Il est là pour dire, j'ai l'ordre donné par un budget primitif que de payer jusqu'à 5 000 € pour cette dépense-là, 5 000 € pour cette dépense-là, 5 000 € de dépense-là, mais lui, il n'a pas la possibilité de dire oui à cette dépense expressément. Il a juste le moyen de dire, j'ai le droit de dédommager à hauteur de 5 000 € telle manifestation. Mais il ne peut pas dire avec qui et comment. Ça, c'est le CSE qui doit dire, on va acheter, par exemple, euh, je ne sais pas, on va payer une partie d'un voyage en Angleterre pendant 3 jours. C'est un choix qui a été ordonnancé par le CSE qui va choisir le prestataire, qui va choisir la période, qui va choisir toute la configuration technique. Et si vous voulez, le trésorier aura juste l'autorisation de paiement à hauteur de 5 000 € maximal d'une facture qui sera travaillée avec les membres du CSE en intégralité. Alors c'est bien à ça, budget primitif. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple un contrôle de l'URSSAF, on ne peut pas simplement dire j'ai la facture qui prouve que j'ai payé une facture existante. Vous avez plus qu'une facture. Vous avez carrément une décision homologué par un CSE. Ce qui fait que le CSE est intervenu au nom de quelque chose. Il est intervenu au nom de quelque chose. Ce n'est pas simplement un trésorier qui a payé une facture. Non, c'est une décision qui a été entreprise eu égard à une manifestation soulevée par les membres du CSE. Gardez bien ça en tête, c'est important. Donc, budget primitif et seulement après la mise en paiement par le trésorier. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des grandes généralités de l'ASC, ce qui va nous amener à pouvoir nous focaliser un petit peu plus maintenant sur l'objet de notre rencontre, les, comment dire, excusez-moi, je passe sur la slide d'après, les ASC et le fameux débat existant sur la rupture d'égalité de traitement entre les nouvellement embauchés et les anciens. Mais au bout de cette première partie déjà, peut-être que des questions ont émergé et je me tourne vers Agathe à ce sujet. Oui, tout à fait, Aziz. Donc, nous avions une première question de Kili. Le budget de Oui. fonctionnement concerne-t-il tous les CSE ou n'est-il également obligatoire que pour les entreprises de plus de 50 salariés? Alors, légalement, c'est que les entreprises de plus de 50, mais il est très courant d'avoir des sociétés de moins de 50 qui mettent effectivement à disposition un budget de fonctionnement, tout simplement parce qu'à partir du moment où le budget de fonctionnement est versé, l'employeur est exempté, si vous voulez, de payer les obligations minimales de fonctionnement de son CSE, parce que le fonctionnement du CSE nécessitera quand même une dépense qui sera sous le coût de l'employeur. Certaines entreprises préfèrent carrément transférer un fonds budgétaire à son CSE, toujours de la même règle, hein, 0,2% de la masse salariale, et effectivement, le proposer à leurs salariés pour que, enfin, leurs représentants du personnel pour qu'ils puissent piloter eux-mêmes leur budget de fonctionnement et donc acheter ce dont ils auraient besoin pour leur mission. Après, pour un moins de 50, les missions ne sont pas tout à fait les mêmes. Il n'y a pas de mission économique, par exemple. Donc, fondamentalement, le suivi économique n'est pas du même acabit. Il n'y a pas d'expert comptable, il n'y a pas de suivi économique généralisé ou externalisé. Donc, c'est vrai que le budget de fonctionnement n'est pas de la même trempe. Mais c'est tout à fait possible, ce n'est pas interdit, hein. Conventionnellement parlant, cependant, c'est uniquement le plus de 50 qui est obligatoire. Voilà. Merci, Aziz. Nous avons Sûr. également une question de Jennifer pour les 193 euros. Pouvons-nous donner 193 euros pour Noël et donner 100 euros pour événements familiaux à un même salarié? Oui, alors effectivement, en fait, ce n'est pas 193 € en tout. En fait, l'exemption de la cotisation sociale URSSAF, c'est à partir du moment à ce que chaque événement soit exempté du maximum de 193 euros. Donc, si vous avez par exemple deux événements concomitants qui arrivent sur une période de 3 mois, vous avez un mariage, vous avez euh, effectivement, ouais, c'est peut-être pas la bonne idée, non, c'est peut-être pas le bon plan, j'ai peut-être pas suivi les bons schémas. On va dire, allez, on a un événement de Noël, on a un événement de mariage
Et pourquoi pas dans la foulée, tiens, on a un départ à la retraite. Tiens, allez, on va imaginer ça carrément. Il a tout en moins de 3 mois. Effectivement, l'addition des 3 ne doit pas faire 193 €, c'est chaque événement égale 193 € maximal. Donc effectivement, on a le droit de cumuler l'avantage du 193 €. Alors attention, il y a juste une règle qu'il faut garder en tête, c'est que budgétiser cela, ce n'est pas évident. Parce que si vous mettez, l'octroi d'un fonds économique sous la forme d'une carte cadoc à hauteur de 193 € pour un événement et que vous puissiez être capable de le faire pour chacun des collaborateurs, ça veut dire que vous avez budgété 193 fois le nombre de collaborateurs, puisque ces collaborateurs sont tous susceptibles de pouvoir engager la demande. Faites attention, moi je ne pense pas que c'est la bonne méthode de permettre le même montant déjà pour chaque événement. Et en plus de cela, sur tous les événements, il y en a certains qu'on oublie. Alors, sans discrimination, mais par exemple, la Sainte-Catherine fait partie des événements auxquels on peut octroyer un 193 € maximal. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité. Voilà. Merci Aziz. Nous avons également une question de Linda. Le budget ASC est un pourcentage de la masse salariale, mais il est fixe calculé au moment de l'élection ou il évolue chaque mois en fonction de la masse salariale? Alors, c'est un peu plus technique que cela, en fait. Au moment de ce qu'on appelle l'orientation lors de l'orientation stratégique et budgétaire de l'entreprise ou lors de la négociation annuelle sur les rémunérations, c'est dans l'un ou dans l'autre cas qu'on va réfléchir sur la monétisation, sur le budget qu'on va allouer dans les ASC. C'est deux façons de faire, hein. C'est où on le fait lors de la enfin, soit on le regarde au moment de l'orientation stratégique et budgétaire, soit on le fait lors des négociations annuelles sur les rémunérations. C'est l'un ou l'autre. Et à ce moment-là, on va calculer le montant qu'on met en masse salariale qui peut évoluer. Ce n'est pas un montant qui est fixe. On peut très bien un jour dire que c'est 2% de la masse salariale, une autre fois 1,8, une autre fois 2, 3, etc. Tant qu'on est toujours au-dessus de comment dire, du budget de fonctionnement, donc ça va. En même temps, c'est 0,2, donc fondamentalement, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose de très élevé. Et après, il y a un autre sujet, là, si vous avez prêté attention à ce que je viens de vous dire, on passe de 2,3 par exemple à 1,8. Si vous avez une perte, il faut l'expliquer, parce que cette perte, elle a une valeur. Si vous avez effectivement un trouble économique dans l'entreprise, on pourra justifier la perte que vous avez mis en place dans le domaine, effectivement, de votre œuvre sociale et culturelle. Maintenant, s'il y a une rentabilité économique qui reste la même, ce ne sera pas possible de descendre en deçà. Alors après, en revanche, comment on revalorise en fonction de la masse salariale? Vous avez raison. La question, c'est est-ce qu'on le fait tous les mois ou est-ce qu'on le fait une fois dans l'année? Eh bien, vous avez tout simplement abordé l'un des problèmes de cette ancienneté que je vais aborder maintenant dans la technicité de notre sujet. Donc, si vous voulez bien, je vais répondre à cette question, mais je vais y répondre au fur et à mesure de ce que je vais vous exposer, parce que vous allez le voir. Dérouler la masse salariale au courant de l'année, ça a une vertu positive, c'est que ça va nous permettre d'être en pure légalité avec cet arrêt du 3 avril 2024 qui va effectivement nous amener à devoir être très rigoureux, mois après mois, sur sa masse salariale, en conséquence directe. Donc, c'est un sujet qui va me permettre de faire une transition, Agathe. Donc, je laisse le soin à mon expertise de prendre le relais et à répondre un petit peu plus farouchement aux besoins soulevés par le demandeur ou la demanderesse. Vas-y Aziz, tu peux continuer. Alors, On c'est abordera parfait. du coup la question juste de Daniel à la fin de ton Oui, pas de intervention. problème. Pas de problème, pas de problème. Alors, donc, effectivement, il y a un débat existant hein, sur la rupture d'égalité entre les nouvellement embauchés et les anciens. Alors, il faut savoir que déjà, il y avait un point de rupture entre l'inspection du travail et l'URSSAF. C'est-à-dire qu'au niveau enfin, au niveau du Code du travail, on n'a jamais dit que l'octroi d'un avantage était subordonné à enfin, un présentéisme ou à un critère d'ancienneté, etc. Ça n'a jamais été écrit. On a dit que chaque collaborateur de l'entreprise et même les stagiaires peuvent effectivement bénéficier d'un avantage. Maintenant, la question, c'est, à un moment donné, beaucoup s'est posé sur la notion d'ancienneté minimale. C'est-à-dire que si on regarde le guide du CSE délivré par l'URSSAF, encore en 2023, il était écrit qu'une acceptation et une tolérance étaient tolérées à hauteur de 6 mois d'ancienneté. En d'autres termes, un salarié vient d'arriver, il est en période d'essai, on ne va pas lui mettre tout de suite tous les avantages comme si de rien n'était. C'est vrai que le sujet est quand même discutable. Je veux dire, se dire à un moment donné, allez, une certaine ancienneté pour permettre aux avantages de pouvoir être octroyés, sinon c'est trop facile. Il vient à peine de rentrer en application dans l'entreprise et ça y est, c'est parti, on lui donne tous les avantages. C'est quand même surprenant. Je veux dire, les deux s'entendent. Un salarié vient d'arriver, pourquoi ne pas lui donner tous les avantages? Ça lui fait une partie de son package, si vous passez l'expression rémunératoire. Dans le package rémunératoire, il y a aussi les avantages des ASC. Il y a des collaborateurs qui s'engagent notamment parce qu'ils savent les avantages de certains ASC. Mais en même temps, on peut se dire, oui, mais en même temps, s'il est là que depuis 6 mois ou depuis 3 mois ou depuis 2 mois, c'est pas pareil. Je veux dire, s'il est là depuis une semaine et qu'on lui dit, tu as tous les avantages comme si de rien n'était, c'est quand même surprenant. Et donc, c'est vrai que déjà, la Cour de cassation, pardonnez-moi, l'inspection du travail avait dit, on ne peut pas mettre de critères d'ancienneté. Pour eux, c'était clair, c'était net, c'était tout collaborateur nouvellement embauché dans l'entreprise peut
à la seconde où il signe son contrat, obtenir tous les avantages en ASC. Mais en revanche, l'URSSAF faisait preuve d'une certaine tolérance, pas toutes les URSSAF, vous savez que ce sont des agences départementales, et donc la position n'était pas unanime. On avait certains URSSAF qui étaient d'accord, d'autres non. Bon, je ne donnerai pas des indices au niveau géographique, mais voilà, il y avait des indices. Moi, j'ai connu des URSSAF qui étaient plus tolérantes que d'autres sur cette fameuse question. Et comme dit, hein, la position la plus reconnue à l'URSSAF, ils en ont fait un guide, donc c'est quand même pas rien, et ils ont expliqué dans ce guide notamment l'acceptabilité d'avoir 6 mois d'ancienneté minimale pour justifier le fait qu'on ait un avantage en œuvre sociale et culturelle. Alors, cependant, il y avait trop d'incertitudes, il y avait trop de tribulations, il y avait trop de fluctuations. Et on avait beaucoup de salariés qui, finalement, arrivaient en poste, finalement congédiés assez rapidement, disaient, mais pourquoi je n'ai pas eu tous les avantages alors que j'étais un salarié comme un autre? À l'ère de la lutte contre la discrimination, n'est-il pas sensiblement possible d'être compris le fait que, à un moment donné, voilà, si jamais on se retrouve avec une ancienneté qui doit être prise en compte, c'est que peut-être on a un critère de discrimination formelle qui permettrait à un justiciable de gagner au niveau d'une procédure. Et c'est ce qui va se passer, puisque la prise de parti de la justice s'est faite. Hein. On a eu le 3 avril dernier un arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu, un arrêt très important, puisque pour la première fois et d'une manière très simple et très sobre, il a été évoqué qu'aucun critère d'ancienneté ne pourrait être reconnu pour l'octroi et le bénéfice d'un avantage de l'ASC par un CSE. Donc, à partir de ce moment-là, la justice a été claire. Alors, on peut se poser la question de la valeur d'une position de la Cour de cassation devant une décision de l'URSSAF. Alors évidemment, je vous le rappelle, mais la décision de la Cour de cassation est prioritaire devant l'organisation URSSAF. Donc l'URSSAF, d'autant qu'il n'y avait pas un texte. Le texte était muet, le texte était silencieux sur le sujet. On n'a jamais eu une mention particulière, un alinéa qui nous disait un critère d'ancienneté peut être reconnu. Le législateur n'a pas prévu, le gouvernement n'a pas repris non plus. Donc le seul moyen de revenir dessus, c'était par une interprétation administrative, c'était la tolérance de l'URSSAF, mais ce qui aurait été encore plus clair, ça aurait été une position judiciaire. La position judiciaire, encore une fois, on l'a eu le 3 avril 2024, aucun critère d'ancienneté ne peut être reconnu pour l'octroi d'un avantage ASC. Alors, les conséquences directes de l'arrêt, c'est que normalement, au lendemain de cet arrêt, alors évidemment c'est théorique, mais on va dire au courant du mois d'avril ou au début du mois de mai, les sociétés de France, alors je vous donne un indice, normalement les sociétés de France auraient dû soumettre à la connaissance de leur CSE, pour les plus de 50 en tous les cas, cet arrêt. C'est-à-dire que normalement, il y avait une obligation qui pesait sur l'employeur de transmettre l'information à destination de l'ensemble des salariés, enfin de l'ensemble des salariés, de l'ensemble du CSE, de cette nouveauté jurisprudentielle. Alors vous allez me dire, encore fallait-il être au courant en tant qu'employeur. Eh bien, en principe, les arrêts importants doivent être reçus par l'employeur. Hein. L'employeur doit être au courant de la loi par l'intermédiaire d'acteurs qui l'aident, hein, notamment les ressources humaines. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un oubli et c'est tout à fait évident. La veille législative et la veille réglementaire n'est jamais évidente. Hein. Mais bon, fondamentalement, sachez-le, il y avait même une remarque qui avait été soulevée par la Cour de cassation qui avait dit qu'il était charge maintenant pour l'employeur de transvaser cette information à l'égard des salariés et plus généralement de leur CSE. Alors, parti de ce postulat, l'employeur aurait dû déjà depuis le mois de mai dernier soulever au CSE pas forcément l'interdiction automatique, mais la mise en réflexion de ce qu'il pratique actuellement comme rupture d'égalité de traitement et notamment le fait de retenir le critère d'ancienneté. Je le répète, hein, ce critère était très courant, je veux dire, jusqu'à l'arrêt du 3 avril 2024. Alors, il y a une rétrospective de l'URSSAF qui a été faite au début du mois de juillet qui disait qu'on avait quasiment 81% des sociétés françaises bénéficiant de l'ASC qui avaient mis en place des critères d'ancienneté. Donc, lors du 6 mois, du 3 mois, du 1 mois, à la fin de la période d'essai, on entendait un peu de tout. À la fin de la période d'essai, il faut quand même reconnaître qu'une période d'essai renouvelée pour un cadre, ça peut durer 8 mois. Hein, 4 mois fois 2, ça peut être 8 mois. Donc là, il y avait une incompatibilité avec la tolérance de l'URSSAF. Mais voilà, il semblait quand même qu'il y ait 81% des sociétés françaises qui pratiquaient ce principe de rupture d'égalité de traitement basé sur un phénomène d'ancienneté. Aujourd'hui, les employeurs de France, aujourd'hui, les employeurs de France ont dû, si les CSE n'étaient pas au courant, informer leur CSE de cette modification nouvellement opérée. Alors ça veut dire que maintenant, les CSE que vous représentez aujourd'hui en ma rencontre, vous devez changer vos critères et que si l'ancienneté préexistait, ce n'est plus possible aujourd'hui.
Donc la matérialisation de l'arrêt dans les faits, c'est que effectivement, vous avez aujourd'hui jusqu'à, alors je vous le dis, hein, il y a une décision qui a été prise en la matière, mais euh, le choix qui a été opéré, fonctionnellement parlant, c'est que jusqu'au 31 décembre 2025, vous avez l'occasion ou le droit ou la nécessité, alors on va dire plutôt la nécessité, de pouvoir effectivement vous mettre au clair avec cette notion d'ancienneté dans les critères. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, vous pouvez continuer comme vous le faites et il n'y a pas de souci, parce que l'URSSAF guette, mais tout simplement parce qu'on considère que le changement n'est pas si aisé, surtout quand on a des habitudes particulières. Et je vais vous donner la matérialisation de ces faits en tant que tel, si vous le voulez bien, maintenant que l'arrêt est compris en lui-même. Alors, est-ce qu'il y a cependant des questions déjà par rapport à cet arrêt avant que je rentre dans les enjeux en eux-mêmes? Alors, nous Ou avons l'Agathe? nous avons quelques questions. Ouais. Alors, pas forcément du coup peut-être en lien, mais le trésorier peut-il refuser une formation de 5 jours pour cause du prix? Alors, est-ce que le trésorier peut refuser une formation de 5 jours à cause du prix? Alors, je vais essayer de comprendre ce que notre interlocuteur questionneur nous a posé comme question. J'imagine qu'on est en train de parler de la formation économique qui va entre 2 et 5 jours, enfin entre 1 et 5 jours selon les centres de formation et selon le code du travail. Je pense que vous êtes en train de parler de la formation économique qui, pour le coup, peut à ce moment-là être pris en charge et doit être pris en charge par le CSE. Alors, en fait, non, le trésorier n'a pas le pouvoir de dire non, c'est trop cher, du moment où vous avez budgété une somme en commun. Le budget primitif évite que le trésorier se positionne sur cette question. En fait, c'est plutôt dans le sens contraire. Il n'a pas le droit de dire je refuse, c'est trop cher. Il a juste le droit de dire est-ce que j'ai le droit ou non de passer à la caisse à hauteur de ce que vous me demandez. Si j'ai une ouverture budgétaire pour la formation économique à hauteur de 5 000 euros, ben, je peux monter jusqu'à 5 000 euros. Maintenant, la question, c'est quel organisme je choisis. Parce que ce n'est pas parce que ça coûte moins de 5 000 que je le prends. Après, il faut aussi vérifier s'il n'y avait pas dans le budget primitif une réflexion sur lequel on retient. En général, pour des formations, on fait réunir les membres du CSE pour qu'ils disent oui ou non pour le centre de formation. Le budget, par exemple, il est moins de 5 000, c'est bon, pas de problème. Mais après, on fait réunir le CSE pour déterminer si l'organisme on est d'accord avec ou pas. Et donc, on fait un vote à main levée. Dernière précision, dans le budget primitif, on décide qui sera mandaté pour aller faire les devis. Ce n'est pas forcément le trésorier. Ça, il faut le savoir aussi. Si on a besoin, par exemple, je sais pas, d'outils informatiques, on n'est pas obligé de demander au trésorier d'aller faire les devis. On peut dire, on fait une ligne budgétaire d'achat d'outils informatiques à hauteur de 5 000 euros. On mandate monsieur X et madame Tel de notre CSE pour aller récupérer des devis auprès de 5 sociétés différentes. Et avec ces 5 sociétés sollicitées en matière de devis, on va réunir le CSE en deuxième temps pour décréter lequel de ces devis est le meilleur de tous, sachant que le trésorier aura l'obligation derrière de payer. Donc on doit le prendre dans le sens contraire. Donc ce n'est pas c'est trop cher, je ne le paye pas, c'est ai-je l'autorisation budgétaire pour payer à hauteur de temps, premièrement, et deuxièmement, est-ce que le CSE l'a identifié comme étant prestataire acceptable et recommandable. Voilà. Merci Aziz pour ces précisions. Nous avons également une autre question d'Aurore. Le CSE doit-il accorder aux stagiaires les mêmes avantages qu'aux salariés? Entre parenthèses, chèque cadeau par exemple. Oui, alors effectivement, le stagiaire rémunéré est soumis aux mêmes règles. C'est-à-dire qu'il est considéré comme collaborateur, même s'il a un statut particulier, il n'en demeure guère que pour le coup, s'il est gratifié économiquement parlant, s'il a une reconnaissance économique, s'il a un contrat de travail avec salaire, automatiquement, il y aura les mêmes avantages qui lui seront octroyés, effectivement. Ce qui change de celui qui fait un stage d'observation qui va durer une semaine, lui, évidemment, il n'est pas rémunéré. Et à ce moment-là, effectivement, il ne rentre pas dans le contexte de la réforme de l'arrêt du 3 avril 2024. Merci Aziz. Je te Voilà. propose de répondre à une dernière question Ah oui, d'accord, avant de continuer. Un bien sûr. stagiaire, du coup, c'est toujours une question d'Aurore. Un stagiaire arrivé le 1er décembre peut-il réclamer le chèque cadeau de fin d'année distribué le 2 décembre, par exemple? Il est arrivé le 1er décembre et il voudrait avoir l'avantage de deux. Non, c'est pas possible. En revanche, puisque, puisque le, comment dire, alors, on parle d'un stagiaire rémunéré. Attention, on parle de stagiaire rémunéré. Pour qu'il ait l'avantage des avantages, enfin, pour qu'il ait l'avantage des ASC, il faut qu'il soit stagiaire rémunéré. Je suppute que ça soit le cas, vu la question et vu la tournure. Donc, j'imagine que c'est le cas. Donc, à partir de ce moment-là, il est rentré dans les effectifs le 1er décembre et le versement des avantages a lieu le 2 décembre. Il n'était pas dans le contexte existant pour rentrer dans le contingent des personnes allant bénéficier de cet avantage. Je prends un exemple, un chèque cadeau, ça peut être aussi un panier garni. Dans les deux cas, effectivement, il y a effectivement impossibilité de pouvoir effectivement lui dire, ben, désolé, vous avez effectivement cet avantage qui doit vous être octroyé ou pas. Donc fondamentalement, ce qui va se passer, c'est qu'en substitution, on doit être capable de lui octroyer un bénéfice. Mais je dis bien en substitution.
substitution. Donc, ça ne sera pas du tout la même chose. Merci Aziz. Ah, juste Voilà. une petite question de Kelly, j'en profite parce que du coup c'est dans la continuité de notre échange. Pour les personnes en service civique, entre parenthèses donc gratifiées, même avantage? Les personnes en service civique, actuellement, on n'a pas de décision en la matière, mais comme ils sont payés, comme ils sont rémunérés, à mon sens, je dis bien à mon sens, on n'a pas de notion. Le service civique, on n'a aucune notion là-dessus, on n'a que la notion de salariat. Donc à partir du moment où un service civique, il est salarié, certes avec un dédommagement financier différent de la normalité, si vous passez l'expression, ou en tous les cas de la logique apparente du contrat de travail, mais fondamentalement, il est cependant salarié, donc il en est pas moins qu'il aura les mêmes avantages aussi. Merci Aziz. Avec plaisir. C'est bon, enfin, nous n'avons plus de On peut questions continuer. encore. On peut continuer. Alors, eh ben justement, il en découle maintenant les nouveaux enjeux découlant de cette décision pour les ASC. Il en découle effectivement une décision nouvelle, enfin, il en découle des conséquences nouvelles par rapport à cette décision. Alors, c'est-à-dire que effectivement, maintenant, ben, c'est le genre de questions d'ailleurs que les interlocuteurs, que les questionneurs, effectivement, nous ont soulevé déjà, bah forcément, cette décision, elle emporte des conséquences. La première de toutes, c'est ce que nous a posé comme question tout à l'heure la toute première personne qui nous a posé cette question sur comment on gère les œuvres sociales et culturelles par mois ou par an. Eh bien là, le problème, c'est que normalement, on va se dire que la pratique habituelle, je dis bien la pratique habituelle, ce n'est pas une nécessité, mais la pratique habituelle, c'est qu'en début d'année d'exercice budgétaire, on est par exemple dans le premier mois, on est en janvier, on va verser, je ne sais pas, on a par exemple un 0,9 ou 1% de masse salariale pour l'œuvre sociale et culturelle, basé sur l'année N-1, donc on sait qu'on a à verser par exemple 25 000 euros. On se dit qu'on va verser 12 500 euros en janvier et on va verser 12 500 euros en juin. Ça, c'est deux versements. C'est ce qui se passe souvent, un versement en début d'année, un versement en milieu d'année. Parfois, on peut obtenir en une seule fois si nos avantages sont échelonnés dans toute l'année. Mais bon, ça, c'est voilà, une tambouille personnelle qu'on fait par établissement. Mais à ce moment-là, puisqu'on a une régularisation à N plus 1, ben, la question c'est que si jamais au courant de l'année, donc imaginons qu'on a eu notre versement au début de l'année 2024 et que depuis le début de l'année 2024, on a eu 50 collaborateurs nouveaux qui sont arrivés, ben, on imagine bien que ces 50 collaborateurs nouveaux rentrent en application dans la masse salariale, mais malheureusement ne sont pas encore comptabilisés. Ce qui fait qu'on va devoir payer une somme que stratégiquement, on n'a pas dans les œuvres sociales et culturelles. D'autant qu'en plus, et vous le savez, autant on peut avoir un coussin économique en budget de fonctionnement, mais pas en œuvres sociales et culturelles. C'est-à-dire que ce qu'on a au budget, on le dépense. Ce qui fait qu'on n'a même pas le moyen en général de se dire, bon, il nous reste un peu de surplus d'année d'avant. Donc pour ceux qui, justement, veulent avoir un avantage normal comme tous les autres, eh bien, dans les faits, eh bien, je vais utiliser cette somme que j'ai effectivement un petit peu provisionnée par le passé. En général, ça n'existe pas. Cette somme, on ne l'a pas. Alors, c'est là où le débat se pose. Comment on fait quand on n'a pas le moyen de payer ces avantages qui n'étaient pas prévus? Eh bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une tolérance de l'URSSAF. La logique voudrait qu'en ce moment, les entreprises, petit à petit, migrent sur une régulation mensuelle de la masse salariale. C'est-à-dire que normalement, actuellement, ce qui se pratique souvent en tous les cas, et ça se met un peu plus comment dire, au diapason, c'est que mois par mois, on régule au nombre de présents dans l'entreprise. Ce qui fait que le versement de la masse salariale se fait au mois, et ce qui fait que la somme, elle est budgétée, mais à la juste valeur du nombre de personnes que l'on a dans l'année en cours. Si en janvier on est 185, on paye pour 185 personnes. Si en février on est à 183, on descend à 183. Si en mars on est à 193, on monte à 193, etc. C'est une gymnastique qui n'est pas évidente, mais qui est faisable. Il y a une deuxième possibilité qui est accordée, c'est que, évidemment, puisqu'ils sont plus nombreux et qu'on n'a pas le moyen budgétaire de pouvoir le permettre à tous de manière équivalente compte tenu de la somme, bah, ce qui peut se pratiquer, ce que j'encourage pas, parce que ça va créer une levée des boucliers, mais n'empêche que c'est ce qui se propose, notamment du côté d'URSSAF, c'est que imaginons que pour 225 collaborateurs, on verse l'équivalent de 225 chèques de vacances à hauteur de 300 euros. Les 225 vont passer au fur et à mesure de l'année de 225 à 245, 20 personnes de plus. Ces 20 personnes de plus n'ont pas été en quotité disponible versées par l'employeur qui attend la fin de l'année. Eh bien, au moment du versement des chèques vacances, on va être obligé de descendre le chèque non plus à 300, mais à le mettre plus bas pour que chacun puisse en bénéficier. Les 20 qui se sont rajoutés vont rentrer dans l'enveloppe budgétaire. Et alors qu'on pouvait verser 300 euros aux 225, on va verser un peu moins pour permettre, pour permettre que les 225 plus les 25 de plus soient pris en compte. C'est une technique de l'URSSAF qui est évidemment injuste au niveau du montant, parce qu'on était censé avoir un certain montant
et on va avoir moins. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas cette version URSSAF parce que justement, elle est contestataire par rapport à ce qu'on appelle l'usage. L'usage, qui n'en est pas des vrais, parce que là, on n'est pas en train de parler d'employeur, on est en train de parler de CSE, mais un usage, c'est par exemple le fait de dire que chaque année, depuis 3 ans, on touche la même somme de manière périodique au même moment. Et si on s'attend à avoir un chèque vacances de 300 euros depuis 3, 4, 5 ans au mois de juillet, c'est qu'on a peut-être préparé ses vacances avec la prévision de se dire qu'on va avoir 300 euros. Si en plein milieu, au courant du mois de mai ou au courant du mois d'avril, on vous dit, ben non, finalement, le chèque vacances ne sera pas de 300, il va descendre, allez, on va dire à 260 ou à 250, ben, ceux qui ont projeté leurs vacances à hauteur de leur chèque vacances, à 50 euros près, risquent de se faire préjudicier. C'est pour ça que j'aime pas trop cette méthode. Donc moi, j'encourage fortement les entreprises aujourd'hui à réguler leur budget mensuellement, de manière à être dans la justesse tout le temps, mois après mois. Ou alors, on peut le faire par trimestre. Parce que, bon, effectivement, mois par mois, ça peut être un petit peu problématique au niveau gestion économique, mais on peut envisager une autre façon de faire, c'est dans ce cas-là le trimestriel. Par trimestre, on se met d'équerre. C'est vrai que c'est quand même manque de bol si l'avantage est versé comme par hasard au mauvais trimestre. Donc à ce moment-là, on peut aussi décaler, on peut se dire, le versement était censé se faire au courant du mois de mars, on a des nouveaux collaborateurs qui sont arrivés au courant du mois de février, on attend la régule du mois d'avril, et dans ce cas-là, on décale le versement de certains avantages. C'est tout à fait possible. Et quand c'est un événement qui justifie le cadeau, il est tout à fait possible de le décaler dans le temps, eu égard à cette problématique économique qui se pose. C'est tout à fait faisable. D'accord? C'est la première conséquence directe. La conséquence première, c'est cette notion, effectivement, aujourd'hui, de devoir chercher une régulation qui va être temporellement beaucoup plus stricte. Normalement, et si on voulait être le plus juste possible, il faudrait faire un ajustement par mois. On aura une tolérance, je pense, assez aisée et assez facile au trimestre, mais c'est sûr qu'attendre la fin de l'année pour régulariser, ça va créer de la vraie turpitude économique. Alors moi, je vais me permettre de vous donner un autre conseil qui n'est pas encore sorti des cartons de l'URSSAF ou de l'inspection du travail, mais dans la justesse économique et dans votre façon de budgéter, je pense que ça pourra passer. Je vais vous expliquer la démarche. En général, le budget de fonctionnement est toujours, pas toujours non plus, mais voilà, communément dans les entreprises de France, le CSE a un budget de fonctionnement qui a un peu de réserve. Ce qui est possible, c'est que le fonds budgétaire que l'on n'a pas actuellement en œuvre sociale et culturelle, et ce qu'on n'a pas en œuvre sociale et culturelle, ce qu'on n'a pas en œuvre sociale et culturelle, en attendant la régulation de la fin d'année, ce qui est possible, c'est d'aller chercher, d'aller puiser sur les fonds existants en budget de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on fait un transvasement d'un budget vers un autre, mais pas sous la forme d'un don, ce qui là est interdit. Hein. Si vous mettez du budget de fonctionnement de l'œuvre sociale et culturelle, c'est interdit. Pour le donner en tant que tel, pour qu'on le fasse utiliser en budget en tant que tel, c'est pas possible. Mais le prêter est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, votre budget de fonctionnement actuellement, vous avez un coussin de 40 000 euros qui dort, bah, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai besoin de 10 000 de rallonge que l'employeur ne peut pas encore me verser, je fais transvaser des 40 000, 10 000 vers le budget œuvre sociale et culturelle. J'attends la régulation de l'employeur. Pour bien faire les choses, je dis bien pour bien faire les choses, il est préférable d'avoir une attestation sur l'honneur de votre employeur qui s'engage à vous payer la régulation à la fin de l'année, sachant que vous évoquez vous déjà le transvasement du budget de fonctionnement vers le budget œuvre sociale et culturelle pour avancer les frais. Dans ce cas-là, vous avez fait une mesure audacieuse en prévenance, mais avec une prévenance préalable auprès de votre employeur qui est engagé honorablement. Alors, on sait la valeur que ça a une attestation sur l'honneur, hein, on les a connus pendant les confinements. Donc, fondamentalement, voilà, l'attestation sur l'honneur, c'est quand même un engagement forfaitaire et sincère qui laisse supputer que votre employeur prendra le relais derrière. Il n'y a pas un transvasement de fonds gratuit, il y a juste un prêt. Donc là, ce serait possible aussi. Donc, je vous le dis, ce n'est pas indiqué aujourd'hui, hein, quand vous écoutez l'URSSAF ou l'inspection du travail, ils ne vous disent pas de le faire, ça. Mais fondamentalement, ce n'est pas impossible. Fondamentalement, ce n'est pas interdit. Fondamentalement, ce n'est pas empêchable, puisque c'est un prêt. Je vous rappelle que si vous prêtez de l'argent, c'est tout à fait possible avec le budget de fonctionnement de le faire. Hein. Quand on a par exemple une aide au subside, quand vous prêtez de l'argent par exemple à des collaborateurs qui sont dans la défaillance économique et que vous mettez en place un prêt à taux zéro, le budget de fonctionnement pourrait être utilisé à cette fin. Vous ne donnez pas, vous prêtez, l'argent va être restitué. C'est pour ça qu'on a le droit de le faire passer par le budget de fonctionnement. C'est une acceptation de tolérance de l'inspection à ce sujet parce que fondamentalement, vous ne donnez pas, vous prêtez. Voilà. Enfin, les questions futures qui vont être impliquées par cette décision, c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait de celles et ceux qui, à partir du 3 avril 2024 et qui n'étaient pas encore en conformité avec les nouvelles modalités de régulation qui peut-être ont été faites qu'au courant du mois de je sais pas moi, du mois d'août ou du mois de septembre, n'auront pas connu certains avantages.
Imaginons un salarié qui est engagé en mai 2024. L'entreprise n'est pas au clair avec cette notion d'ancienneté qui n'est pas retenable, qui continue à retenir de l'ancienneté pendant plusieurs mois, et finalement, au mois d'août ou au mois de septembre, se réveille en disant: ah ben non, les critères d'ancienneté sont interdits, je les annule. Ah oui, mais le problème, c'est que c'est depuis le 3 avril 2024 qu'on doit les annuler. Eh bien là, c'est la décision de l'URSSAF qui a une valeur. La décision de l'URSSAF nous dit: on a le temps de se mettre d'équerre d'ici le 31 décembre 2025. Ce qui fait que si votre société, enfin votre CSE, ne s'est pas mis en conformité avec ce critère de rupture d'égalité de traitement interdit en matière d'ancienneté, s'il continue à le pratiquer, cela jusqu'en décembre 2025, bah, fondamentalement, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute parce que l'URSSAF, actuellement, ne vous sanctionnerait pas du fait de ne pas l'avoir pratiqué. Alors, soyons bien clairs. Alors, je vais utiliser les termes les plus justes. Hein, je vais essayer d'être dans la justesse le plus pur qui soit. Je ne vous dis pas qu'il faut attendre le 31 décembre 2025 pour le faire, mais il y a une tolérance de l'URSSAF pour ne pas vous sanctionner parce que vous n'avez pas régularisé la notion de la lutte contre les critères d'ancienneté. Actuellement, si demain vous avez un contrôle de l'inspection de l'URSSAF qui vient à démontrer que vous avez un critère d'ancienneté qui n'a pas sa place dans votre entité CSE, ils ne vont pas vous congédier, ils ne vont pas vous amender, ils ne vont pas vous sanctionner, ils vont vous dire de vous mettre d'équerre et que vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour le faire. À partir du 1er janvier 2026, si vous n'êtes pas au clair avec ce critère d'ancienneté, toutes les exemptions de charges sociales qu'on vous octroie par l'intermédiaire notamment de 193 euros par événement sont annulées. C'est-à-dire que vous devez payer la taxation qui va en corrélation avec. D'accord? C'est ça le principe. À l'heure actuelle, mais je veux vraiment être précis dans mes mots parce que mes mots sont importants là pour le coup. Je ne vous dis pas vous êtes libre d'attendre jusqu'au 31 décembre 2025. Ce n'est pas mon message. Mon message, c'est autant que vous puissiez le faire au plus vite, mieux ce sera. Mais actuellement, l'URSSAF ne sanctionnera pas jusqu'au 31 décembre 2025, ne vous demandera pas de payer la cotisation sociale nécessaire et requise pour l'avantage que vous aurez octroyé, ce que vous deviez, enfin, du moins que vous devriez octroyer, si effectivement vous n'êtes pas au clair avec cette règle de l'ancienneté. Il y a une tolérance acceptable jusqu'au 31 décembre 2025 parce qu'on sait qu'il faut du temps pour modifier les règles de fonctionnement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne va pas vous demander comme ça, d'un claquement de doigts, de changer cette ancienneté. Alors, en même temps, en toute transparence, quand l'arrêt est tombé, les sociétés ont vite fait ce qu'elles pouvaient pour se mettre d'équerre. Et la note de l'URSSAF est tombée en juillet 2024. Donc voilà, il faut le savoir, ils n'ont pas réagi tout de suite, ils ont réagi en juillet 2024. Et voilà, c'est assez, voilà, c'est assez tumultueux parce que voilà, j'ai vu des entreprises qui se sont vite mis d'équerre, j'ai accompagné des sociétés pour les mettre d'équerre, alors qu'au final, ils ont une tolérance finalement acceptable jusqu'au 31 décembre 2025. Donc voilà les conséquences directes de cet arrêt. Donc je les résume. Il va falloir se mettre en corrélation avec maintenant cette notion d'ancienneté qui n'est plus acceptable. Vous ne devrez plus jouer cette carte de l'ancienneté comme critère d'octroi de votre avantage nature. Maintenant, il faudra nécessairement et obligatoirement toujours faire appel à l'égalité de traitement. Donc, tout salarié dans l'entreprise a le bénéfice de l'avantage au même titre que n'importe quel autre. Et après, ce qui va pouvoir faire la différence, c'est la notion de quand je verse l'avantage. Si vous pouvez verser l'avantage de manière anticipée ou alors plus tard, soit vous aurez l'argent qui sera rentré, soit l'argent n'existera pas, mais en même temps, le collaborateur n'existera pas non plus. Donc, il va se poser des questions justement de à partir de quand on va verser les avantages. Et on va même pouvoir se poser la question des critères de recrutement. Est-ce qu'il est de bon ton de recruter? Les vagues de recrutement ne devraient-elles pas suivre une sorte de logique? Quand on recrute une personne, ce n'est pas la fin du monde. Mais quand on a les vagues de recrutement, hein, notamment dans les entreprises qui font de la saisonnalité justement de CDD et d'intérimaires, alors, les intérimaires échappent à la règle, mais le CDD, oui, il rentre dans les critères. Bah, si on a des critères de CDD réguliers, eh bien, il faudra se poser la question des avantages qu'on octroiera quand les CDD arriveront. Il faudra faire preuve d'une certaine souplesse et d'une certaine adaptabilité, c'est très important. Voilà, j'ai fini mon propos, Merci Aziz. avec plaisir. Alors, on laisse la place aux questions. Et, Dis-moi, et il Agathe. y en a quand même. Alors, nous Alors, avons on une y va. question. La première question, est-ce que le critère d'ancienneté peut être maintenu pour les chèques de départ offerts par le CSE? Les chèques pour le départ à la retraite ou pour quel départ? Chèque de départ. Pas de précision. Si c'est Alors, j'espère possible que de c'est les chèques de préciser. départ pour retraite parce qu'il n'y a pas de chèque pour départ. Ça, c'est pas possible. Ça rentre pas dans les événements en eux-mêmes. Donc, j'imagine que c'est les chèques de départ à la retraite. Et dans ce cas-là, le critère d'ancienneté, non, aucunement moyen. L'ancienneté du collaborateur ne peut pas être pris en compte
pour un avantage que vous lui octroyez. C'est ça la règle. Cette ancienneté n'est plus admissible, quelle que soit la notion d'ancienneté que vous reconnaissez. Il y avait une tolérance jusqu'à 6 mois, aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Donc les chèques vacances, les chèques de départ, je dis bien les chèques de départ à la retraite, hein, parce que pour moi, c'est ça ce que je comprends, hein, parce que c'est le seul événement qui est acceptable. C'est uniquement dans ce cas de figure-là. Et encore, c'est pas un chèque, hein, c'est une carte cadeau qui doit être versée, hein, pas un chèque en numéraire. Voilà. Merci Aziz. Nous avons également une question de Linda. Comment cela se Oui. passe si nous commandons au 15 octobre des chèques cadeaux pour 120 personnes et des salariés rentrent au 20 novembre, par exemple? Ils sont arrivés Ils, après la dev- commande, ils n'ont rien. ouais, ils doivent avoir une substitution. La substitution, c'est pas. Alors, ils auront un avantage, mais eu égard au fait que la commande a été passée avant leur arrivée et que la livraison se fait quand eux sont là, il faut qu'ils soient là au moment de la livraison. C'est-à-dire que s'ils reçoivent, enfin, si vous avez une commande de chèque qui a lieu à un moment précis et qu'au moment où on verse les chèques, eux, ils ne sont pas encore en place, il n'y a pas de problème. Mais si en revanche, au moment où on verse les chèques, ils sont déjà dans l'entreprise, ils sont déjà engagés dans l'entreprise, ils devront avoir un dédommagement à hauteur de l'événement. C'est-à-dire que si vous avez mis des chèques vacances ou des chèques cadeaux à hauteur de temps, par exemple, ils devront bénéficier, par exemple, d'un colis ou d'un, comment on appelle ça, j'ai perdu le nom, si c'est ce qu'on appelle des colis cadeaux, des colis effectivement au montant égal de ce chèque vacances en question. Ce sera ça la technique, ce sera ça la façon de faire. Merci Aziz. Nous avons une question de Laurence. Les salariés du CSE ont-ils le droit au ASC du CSE de l'entreprise? Bien sûr, c'est des salariés comme n'importe qui. Évidemment qu'ils ont droit aux ASC. Ce pas des salariés dérogatoires. Ils ont un budget de fonctionnement qui ne leur permet pas d'avoir un avantage par rapport aux autres. Ils seront dédommagés un certain nombre de missions qui sont les leurs. Mais en revanche, l'ASC est totalement disponible pour les membres du CSE, bien sûr. Mais pas de manière différenciée, hein. Ils n'ont pas plus que les autres, évidemment. Merci pour ces précisions. Une question d'Ingrid. Le CSE fait un colis de fin d'année le 20 décembre, valeur 193 euros pour les salariés en contrat au 30 juin. Ensuite, pour les nouveaux embauchés jusqu'au 30 novembre, c'est une carte cadeau de 100 euros. Est-ce acceptable ou montant identique obligatoire? Point d'interrogation. Il n'y a pas eu de critères, enfin, il y a pas eu de. Il faut que les avantages soient les mêmes. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait de rupture d'égalité de traitement. Il faut que chacun ait un avantage au moment des faits. Mais on n'a pas parlé de valeur. Mais actuellement, à la lecture des textes et des arrêts, il faut quand même que le montant soit à peu près le même. Si vous avez un colis à 100 euros alors que le chèque CADOC est de, je sais pas moi, 193 euros, cette rupture des 93 euros pourrait malheureusement pourrait vous être reprochée. Actuellement, on n'a pas un indice qui nous laisse supputer le contraire. Il y en a qui se sont dit ça, il y en a qui ont dit, bon, bah, on octroie un avantage le même jour, mais on n'octroie pas le même avantage parce qu'il y a une ancienneté entre les deux. Bah, ça, c'est pas possible. Laurence, elle À l'heure précise les actuelle, salariés du CSE et non les salariés de l'entreprise. oui, j'ai compris, les salariés du CSE, oui, oui, bien sûr. Mais ah, alors attendez, oh, ok, d'accord. Non, attendez, bon. Non, les salariés du CSE, non, les salariés du CSE sont des salariés externes à l'entreprise. Donc, ils n'ont pas le bénéfice, évidemment, des chèques CADOC ou de tous les avantages que le CSE offre. Non. Alors, effectivement, hein, pour ceux qui, parce que moi-même, je me suis laissé avoir, moi, je pensais que c'était salariés CSE dans le sens où, effectivement, le CSE, ce sont des salariés d'abord. Donc, ils ont des avantages, évidemment. Mais le CSE peut avoir un salarié en fonctionnement. Ils peuvent très bien faire appel à un salarié pour tenir une comptabilité ou autre. Ces salariés-là sont des salariés extérieurs à l'entreprise, donc ils ne bénéficient pas des œuvres sociales et culturelles de l'entreprise dont ils ne sont pas acteurs. Ils sont extérieurs. Même s'ils rentrent dans l'entreprise, même s'ils bossent depuis l'entreprise, ils ne sont pas. Ils sont mis à disposition, si vous voulez. Ce n'est pas la même chose. Merci Aziz. On espère que c'est clair pour vous, en tout cas Laurence. Nous avons également une question de Jennifer. Dans mon association, nous avons un établissement avec beaucoup de CDD allant de 2 jours à une semaine. Comment faire? Quels conseils pourrais-tu donner? Moi, je conseille de donner les avantages avant que les CDD arrivent. Il faut qu'il y ait des saisonnalités. Je pense que l'idéal, je dis bien l'idéal, hein, c'est d'avoir enfin, ouais, et encore, non, s'ils sont tout le temps, s'il y a des vagues successives tout le temps, ça peut être problématique. Non, il y a une autre façon de faire, sinon, c'est de plutôt privilégier, non pas des chèques cadeaux ou des chèques vacances, mais plutôt de privilégier des accessibilités à des tarifications plus basses, comme, je ne sais pas moi, des tickets cinéma, des droits à des parcs d'attractions, mais éviter effectivement le chèque cadeau ou le chèque vacances, je pense, parce que ça ne sera pas du tout adapté. Si on a des grandes vagues de CDD régulières et successives, ça va être compliqué, j'avoue. Je vois ce qu'elle veut dire. Moi, dans ce cas-là, j'éviterai les chèques vacances et chèques cadeaux. Je crois pas que c'est la bienvenue au regard de cette décision. C'est Nous dommageable parce qu'il y en a qui en bénéficient depuis longtemps peut-être, mais ça va être problématique, je pense, à terme. nous avons Ouais. une petite précision de Jennifer. Impossible car établissement médico-sociaux.
Ah oui, d'accord, oui, donc, ok, j'entends. Ben, moi, je conseille effectivement d'éviter dans ce cas-là les chèques vacances ou les chèques cadeaux. C'est ce que je confirme. Je pense que dans une configuration comme celle-ci, il est préférable effectivement de plutôt effectivement jouer des avantages plus modestes, mais qui seraient plus facilement monopolisables pour n'importe qui, quelle que soit sa présence. Vous voyez, quand on dit les tickets cinéma sont octroyés à chaque salarié, à hauteur de 10 maximalement par collaborateur, c'est plus facile à engager que des chèques vacances ou des chèques cadeaux à 193 euros, des chèques vacances à 250 euros. C'est déjà un autre débat, c'est déjà un autre monde. Mais écoutez, j'ai pas envie de m'avancer de trop, mais je pense qu'un de ces quatre, on va avoir un éclaircissement sur les chèques vacances parce que moi, je trouve ça quand même euh, surprenant qu'on puisse dire que le chèque vacances est octroyé à tout le monde, quelle que soit son ancienneté, et qu'on ne puisse pas toucher à la quotité disponible de ce chèque vacances. Pour moi, quelqu'un qui est là depuis un mois ne peut pas bénéficier du chèque vacances ou de son équivalent à la hauteur de quelqu'un qui est là depuis un an. Donc, on n'a pas la précision encore, mais il faut attendre. Je pense qu'on en aura une. Actuellement, on ne peut pas se le permettre. Pour l'instant, il y a trop de doutes. On ne peut pas jouer avec un texte qui n'existe pas. Mais je pense que ça va arriver et plus vite qu'on ne le pense, on aura un éclaircissement sur ce sujet. Il y a trop de questions et je pense que l'URSSAF est déjà en train de préparer tout ça. Merci Aziz. Nous avons Maris qui souhaiterait un rappel sur la date butoir pour se mettre en conformité. 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, vous êtes susceptible de pouvoir être alpagué par l'URSSAF sur ce Merci. sujet. Laurence aussi, alors une question aussi de Laurence. Certaines œuvres sociales sont payables en plusieurs fois, comme les voyages. Comment faire pour cette nouvelle jurisprudence? Ben, en général, pour les voyages, il faut être présent dans les effectifs de l'entreprise au moment où on lance le voyage. Si le voyage a été lancé avant leur arrivée, il n'y a pas d'avantage de ce bénéfice du voyage-là, hein. Donc, il n'y aura pas d'accessibilité au voyage, la personne déroge à cela. Si le salarié arrive alors que le lancement du voyage a été fait il y a 6 mois, c'est comme si l'avantage avait déjà été engagé, sauf que sa réalisation est temporellement décalée dans le temps. Donc là, il n'y a pas de possibilité de lui demander un avantage de substitution. Ça ne fonctionnera pas, ça. Il fallait être présent au moment des faits pour cet avantage. C'est ce qu'on vous dit en fait. Il faut que vous soyez présent dans l'entreprise au moment où l'avantage est versé. L'avantage là a déjà été actionné. Il n'a pas encore été réalisé parce que la date butoir pour s'y inscrire était peut-être 6 mois avant, mais le voyage aura lieu 6 mois après. Donc même si les effectifs ont changé, ils ne pourront pas en bénéficier. Merci Aziz. Je te propose de répondre à une dernière question, puisque je vois deux dernières questions, puisque Ingrid vient tout juste d'en poser une. Parce que je Allez, vois le temps se défiler. Nous sommes déjà à 13h31. ouais. Non, voici la question de Laurence. Peut-on inscrire dans le règlement intérieur que l'ouvrant droit doit être présent à la date de l'événement pour bénéficier des ASC? Oui, ça, on a le droit de le dire. Ça, on a le droit de le dire. Le fait que le salarié soit présent au moment de la délivrance. Mais d'ailleurs, c'est un rappel du texte, hein. Le texte aujourd'hui, sous la réglementation nouvelle et le guide CSE. Alors, il y a un guide CSE proposé par l'URSSAF qui a été remodifié en janvier 2024, mais qui n'a pas encore la prise en considération justement de cette mention. En janvier 2025, vous aurez un nouveau guide CSE URSSAF et celui-là, disez-le, dedans, il y aura une mention spécifique de ce qui pourra se retrouver dans le règlement intérieur, mais je vous le dis déjà, il y aura cette notion de pouvoir écrire que le collaborateur ne bénéficiera d'un avantage qu'à partir du moment où il est présent dans les effectifs au moment de l'octroi de cet avantage. Donc si l'avantage a eu lieu avant, il ne pourra pas en bénéficier. Normal. Mais c'est effectivement une mention intéressante dans le règlement. Une question de Linda. Il doit être présent, mais en cas d'arrêt maladie? Point d'interrogation. L'arrêt maladie, alors non, non, s'il est en arrêt maladie, c'est bon. S'il est présent dans les effectifs, ça veut dire qu'il est salarié d'entreprise au moment des faits. Maintenant, il est en arrêt maladie, il aura le bénéfice à distance ou il aura le bénéfice à son retour. Mais c'est certain qu'il aura l'avantage quoi qu'il en advienne. Après, il a l'avantage, mais il l'utilise ou il l'utilise pas. Vous savez, quand vous avez, par exemple, je sais pas moi, vous avez le droit à 10 tickets de cinéma par an et que pendant toute l'année il est absent, il a le droit à ces 10 tickets, mais s'il les prend pas, il les prend pas. On va pas lui demander après enfin, il va pas demander un dédommagement économique de ne pas les avoir utilisés, hein. Il y a la plausibilité de pouvoir en bénéficier et l'actionnement de pouvoir en bénéficier, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc attention, quand je parle de chèque vacances, là c'est bon, c'est un octroi quoi qu'il en advienne, mais c'est différent. Je dis bien, c'est différent lorsque c'est une plausibilité d'offrir et qui ne va pas actionner en tant que tel. Voilà la différence, c'est tout. Du coup, pas d'obligation de les envoyer par courrier. Il doit venir les réclamer. Point d'interrogation. Ça dépend du dispositif introduit dans l'entreprise, c'est-à-dire que si les membres du CSE ont signifié qu'en cas d'inexistence du salarié au moment comment dire, des livraisons, s'il y a une inexistence, il peut y avoir effectivement un envoi si ça a été orchestré dans le code, entre guillemets, soit dans le règlement intérieur, soit dans le code de fonctionnement des œuvres sociales et culturelles. Ça dépend. Parfois, vous avez une réglementation particulière que vous inscrivez en marge de votre règlement intérieur. Donc, si c'est écrit, on l'envoie avec accusé de réception. Sinon, on peut exiger la venue effective du salarié qui, même en arrêt maladie, je vous rappelle, peut avoir des horaires de déplacement et venir à l'entreprise juste pour récupérer ce qui lui est dû. Tout à fait possible. Maintenant, quand on est sur un CSE national, on envoie souvent. C'est un envoi qui est fait. Donc, à ce moment-là, l'envoi peut être fait à domicile sans problème. Sûr.
Merci Aziz. Ingrid, une participation du CSE sur les ANCV peut-elle être différente suivant le statut? Ouais, c'est possible, on accepte, mais c'est pas le statut qui est retenu, c'est le salaire qui est retenu. Un critère qui peut être retenu, c'est non pas le fait qu'on soit cadre ou non cadre, ça c'est non accepté par l'URSSAF. Ce qui est accepté, c'est la prise en considération des salaires. Si on a une grille salariale en dessous de 25 000, on donne tant, en plus de 25 000, on donne tant, ça c'est possible, mais c'est pas le statut. Un statut ne doit pas donner une dérogation, un avantage. Mais la rémunération en tant que telle peut donner effectivement une dérogation et un avantage différencié. C'est jouer avec les mots, mais c'est pareil. Un statut, c'est pas une rémunération, c'est la rémunération qui est acceptée par l'URSSAF en critère de discrimination, si vous passez l'expression, de différenciation de paiement, si vous voulez. Voilà. Merci Aziz. Et enfin, pour clôturer, une question d'Aurore. Un salarié en congé parental bénéficie-t-il des avantages? Bien sûr, il est salarié. Mais il bénéficie des avantages à partir du moment où il les actionne. Je veux dire, un salarié comment dire, qui est en congé maternité et qui voudrait partir au cinéma et qui n'a pas les tickets parce qu'il ne va pas il ne va pas à la permanence de son CSE. Il peut les exiger à distance. Il le peut, c'est tout à fait plausible. Mais en revanche, il faut qu'il les demande. S'il ne les demande pas, il ne peut pas ne pas les avoir. Il ne peut pas les avoir. En revanche, un chèque vacances, c'est autre chose. Chèque vacances est délivré pour chaque collaborateur. Et là, c'est différent. D'accord. Mais c'est même valable. Alors, si on veut tirer le truc à son paroxysme, une mise à pied conservatoire, le collaborateur, il est toujours salarié de l'entreprise, hein. Donc, il a les mêmes bénéfices comme s'il aurait été, hein. Bon, la mise à pied conservatoire dure moins longtemps qu'un congé maternité, heureusement. Voilà. Merci Aziz. On va pouvoir clôturer le webinaire. Je tenais à remercier tous nos participants d'avoir répondu présent et d'avoir également posé Merci à tout le beaucoup monde. de questions. Ce fut un webinaire Oui, très enrichissant et riche. Donc merci aussi à toi Aziz pour ces précieuses informations et ces avec plaisir. conseils. On espère du coup pouvoir vous aider. Pour rappel, je vais vous envoyer le replay de l'événement. Donc si jamais vous avez des questions en cours de route, bien évidemment, vous allez pouvoir me répondre par email et je transférerai du coup les questions à notre intervenant pour qu'il puisse y répondre. Et puis, pour information, le 10 octobre prochain, nous organisons un nouveau webinaire à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Donc, la thématique sera les RPS et le rôle du CSE en la matière. Et bien évidemment, ce sera Aziz, du coup, notre intervenant, qui sera présent pour l'occasion. Donc, merci aussi beaucoup à toi, Aziz. Ben, je vous remercie. Merci à toi déjà, Agathe. Et puis, je remercie tout le monde pour votre présence. Et puis, ben, je vous dis donc à bientôt et peut-être à ce fameux 10 octobre, hein, journée dédiée au RPS. J'espère que vous y prendrez tout autant de plaisir qu'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer également le lien d'inscription pour participer à notre prochain webinaire. Pas d'inquiétude. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt.